ce soir, on a avec nous 3 auteurs que cette librairie adore depuis son ouverture. Que avant, non. Que la librairie adore depuis son ouverture. Les libraires eux-mêmes, oui, bien entendu. Et donc bon, c'est un peu émouvant, hein, c'est un peu dur, donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas être un peu intimidés, parce que ils sont importants. Donc voilà, donc ce qu'on a prévu, c'est que je vais essayer de tenir en 15 minutes, pas une minute de plus, une rapide présentation des 3 romans dont on va parler ce soir. Je mets le chrono. Tu peux lancer le chrono. Et ensuite, les auteurs en fait vont s'interroger les uns les autres. Hein, et ça va... Ou pas. Enfin, ils ont préparé des questions, tous, soigneusement. Donc ça devrait très bien se passer. Bon, nous avons pris d'énormes risques hein, pour cette soirée, pour que cette soirée ait lieu. Alors le premier risque, il est évident, hein, vous avez vu, la taille de la librairie, c'est de rassembler autant de personnes de talent et de soif aussi, dans un espace unique qui fait moins de 50 mètres carrés, au mépris de tous les contrats d'assurance, un tant soit peu responsables, et voire du simple bon sens. Le deuxième risque, il était beaucoup plus redoutable, car au moment de monter cette soirée, il faut bien avouer que nous n'avions lu aucun des 3 romans dont nous avons parlé ce soir. Et C'est vrai. on a été pris d'une sorte de terreur rétrospective en disant que serait-il passé C'était il y a 10 ans que c'est prévu. que se serait-il passé par exemple si... Mathias, il n'avait pas commencé ici. Absolument. Il finit ce soir d'ailleurs. Que se serait-il passé si Claro, imitant sa jeune idole Florian Zeller, vous avez dépecé par le menu une fade amourette de vacances pour la comparer en lourd détail à la guerre du Vietnam? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'allais dire, mais jusque-là, je vois pas le truc. Ensuite, on a eu peur aussi que Mathias Sénard, cédant lâchement à son tropisme méditerranéen, nous revienne en Aurélien Bélanger de Sophia Antipolis, avec un paquet de queue sèche sous le bras et sous l'autre des câbles au débit mystique en bandoulière, ce qui nous a un peu effrayés. Ça n'a pas été trop le cas non plus. Et enfin, on avait encore plus peur que Mathieu Larnaudy. Face du Mathieu Larnaudy. Tout à une soudaine admiration pour Christine Angot. Nous livre 30 pages anatomiques détaillant des pratiques contre nature à base de pâté de campagne au sein d'un microcosme de puissants et de fortunés. Et là non plus, c'est pas exactement. C'est son prochain livre, ça. Bon, on a pris le risque, on a eu raison parce qu'on a échappé, enfin à peu près, à tout ça. Alors si j'entends quelqu'un ricaner dommage, ça va mal se passer. Les 3 auteurs présents ce soir ont écrit de quoi nous enchanter. Enfin nous en tout cas ça nous a enchantés maintenant qu'on les a lus, ces romans. Ces 3 œuvres qui bâtissent sur leurs travaux précédents, donc j'en dirai un mot. Ces 3 œuvres qui vont plus loin et un peu ailleurs que leurs travaux précédents. Et ces 3 œuvres qui surtout nous rappellent, et ça c'est un vrai bonheur, en beauté, ce que peut vouloir dire l'ambition en matière de littérature. Et c'est pas si fréquent que ça. Donc on va commencer avec les beautés de l'ordre alphabétique. Jeune. Par la lettre C, donc C comme Claro. Donc Claro, dans le livre 19, il y a quelques années, avait su extraire à partir d'éléments aussi curieux au départ qu'une jument marquée au fer rouge du numéro du siècle, des aérostats, des gaz de ville, des machines infernales, des cosaques, ou encore des inventeurs de panoramas et de dioramas, des photographies, de torpilles, de machines à vapeur et de mélanges détonnants, et même de quelques pionniers du serial killing, étrange prémonition. Tout le monde est au courant que c'est son ancien métier. Il a été serial killer pendant 10-12 ans, et après il a arrêté parce qu'il n'a plus de clients. Et donc Claro a su extraire, dans le livre 19, l'essence même du siècle de la révolution industrielle. Dans Cosmos, en retournant et subvertissant complètement le magicien d'Oz, cette œuvre de 1900 qui voit en quelque sorte le triomphe de la volonté des gentils hein, sur l'adversité et sur les obstacles, il nous a livré le roman assez terrible du demi-siècle des meurtres de masse et à l'échelle mondiale, celui du triomphe assez net de l'adversité sur l'espérance, et en tout cas sur l'espérance des gentils. Tous les diamants du ciel démarrent par là où Cosmos s'arrêtait, donc en 1950, par un possible accident industriel tout à fait véridique. En 1951, un village du Gard, suite semble-t-il à l'ingestion de pain contaminé à l'argot de seigle, devient authentiquement fou. En extrayant de cet épisode, dont la description vous laissera vraiment sans voix, un apprenti boulanger un peu simple d'esprit, une possible expérimentation du LSD par la CIA. Alors je dis possible, mais elle est désormais presque attestée par de récentes ouvertures d'archives jusqu'alors classifiées. Claro nous dresse un étonnant portrait du deuxième demi-siècle, de la période 1950-2000, où les 2 protagonistes qui viennent compléter le héros initial sont une ex-prostituée, expérimentatrice de drogue au sein de la contre-culture, qui culmine avec le mouvement Flower Power dans les années 65-75, avant de se reconvertir assez logiquement en exploitante de sex shop pour finir le siècle.
et un agent de la CIA, un manipulateur d'ombre, un peu de lumière, mais surtout d'ombre, au titre de divers projets parmi les plus secrets ou les plus osés de la compagnie. Alors je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue, elle est brillante, mais elle n'est pas facile à raconter comme ça en quelques phrases. Claro, c'est pas seulement une histoire difficile à raconter ou à résumer comme ça sans s'y plonger, c'est aussi une phrase assez magique, une phrase qui vous lance dans 2, 3, 4 directions à la fois, et qui vous fait vous demander en tant que lecteur à chaque instant si le jongleur va vous récupérer ou s'il va vous laisser vous écraser et vous débrouiller. Et lire tous les diamants du ciel, c'est ce bonheur-là, c'est le bonheur de l'incertitude et de la puissance en fait de cette phrase. Alors, je vous propose 3 brefs exemples. Là j'ai un peu peur de les lire parce qu'il y a un acteur qui les a lus à l'Odéon de façon assez... Enfin le premier extrait en tout cas, c'est de façon assez brillante, mais j'espère que vous n'y étiez pas, comme ça vous ne pourrez pas comparer. Le pain les a empoisonnés. Plus de 200 personnes ont goûté à la fournée de roc. Des milliers de dents se sont refermées sur sa croûte en l'espace de quelques heures, à croire qu'un insensé, disséminé dans une pléthore de miches, s'est pris de passion pour les consciences, jeunes ou vieilles, mâles ou femelles, bien décidés à en forcer les portes perceptives, entraînant dans sa consommation tout ce qui reste de piété et de raison, ces 2 socles sur lesquels il est possible, paraît-il, d'ériger une société suffisamment raciste pour résister au pire. Ils s'égarent dans leurs propres gestes, prêts à saisir l'ombre d'un fruit oublié sur la table de la cuisine ou le cercle laissé dans l'air par la bouche. Ils courent le long du fleuve en cherchant dans leur souvenir un caillou qu'ils ont lancé dans une autre vie et qui nécessairement ne va pas tarder à retomber, moins lourd, plus précieux. Ils allument le poste et laissent les récits d'exploration et de couronnement ne former qu'un seul et scintillant poème où des hommes assoiffés d'hymens et de glaciers gravissent des cathédrales de chairs et de dentelles. Ils voient le tracé des os dans le bras replié que le fils dresse entre sa joue et le coup qu'ils hésitent à donner, maintenant que les conséquences défient les causes. Un mille-pattes, parfois, les instruit, complices de picotements qu'ils supposent prémonitoires d'un membre jamais arraché. Les draps sentent le marbre, et dans les cimetières, des lueurs étonnantes chantent à tue-tête. Personne jamais n'ira sur la Lune, ils le savent, là où les cratères sont pourtant attentes pures. Bien sûr, il s'agissait de travailler pour l'agence. Bien sûr, la CIA avait des comptes à rendre, des documents à tamponner, mais comme toute boîte qui se respecte, elle possédait un double fond, où s'agitaient 1000 vipères, tandis qu'au grand jour, quelques colombes apprivoisées picoraient des gaufrettes en battant des ailes pour la galerie. La guerre était froide, et les cervelles essorées à 360 degrés. La vérité était un sérum corsé qu'on sifflait dry, en rejetant sèchement la tête en arrière, mais pas pour voir le ciel, non, juste la plique lumineuse au plafond, certainement truffée de micros. La propagande prenait un tour chimique, et le moindre Américain se savait susceptible de contracter le virus mandchou. En même temps que libre, l'homme occidental se réveillait potentiel pantin, girouette vouée au vent de la propagande, hypnotisable à merci. Merci. Donc la lettre E, comme Hénard, Mathias. Avec Zone, dans Zone on retrouvait d'ailleurs quelques briques de sauvagerie issues de la perfection du tir, par exemple. Mathias Hénard nous avait donné le portrait incroyable, tout dans un grand souffle, d'une Méditerranée cosmopolite, bigarrée, résolument multiple, toujours en jeu de contrôle et de maîtrise par les puissants, en jeu dont jaillissaient justement des siècles de combats et de massacres. Le point de vue choisi, c'était celui d'un combattant, qui maîtrisait, de par son métier, un énorme morceau de l'histoire de la zone, de la Méditerranée, de ses tenants et ses aboutissants. Rue des voleurs, en un sens, commence un peu là où Zone laissait son point d'interrogation final, dans le regard d'un petit, d'un adolescent de Tanger, devenu jeune des rues et qui essaie de s'en sortir de nos jours. Alors, à travers ce regard, déchiré entre le poids des traditions, l'omniprésence du fait religieux, les aspirations simplement humaines et les désirs mondialisés, désirs qui sont connectés au monde, aux illusions marchandes de l'Occident comme aux révolutions du printemps arabe, même en risque de rapide désenchantement, les Wi-Fi, les cybercafés fragiles, tout ça, Mathias Hénard nous l'offre et nous donne une musique qui est brutale, mais dont les accents sont terriblement justes. Flottant de Tanger à Barcelone, en passant par Algésiras, et son ferry bloqué en zone hors douane pour impayé de l'armateur, une brève excursion pleine d'espoir à Tunis. Dans tout ça, le récit se heurte violemment au sang aléatoire, au sexe incertain et aux murs érigés autour de tout espoir des laissés pour compte de la mondialisation, qui sont renvoyés de fait à leur statut de braconnier, de voleur, métaphorique ou pas. Le narrateur se taille un chemin très étroit entre culture arabe classique et langue française issue de la série noire. Ça, c'est une belle astuce narrative, au passage, d'avoir utilisé cette culture chez le narrateur pour disposer d'une langue assez savoureuse et qui est sans doute plus accessible au lecteur que le flot souvent assez féroce de Zone. Narrateur donc qui va se débattre entre amour sincère, fantasme, incommunicabilité, entre quête légitime et une forme de résignation inévitable,
et qui ira ainsi à Barcelone jusqu'au bout de la paranoïa qui est sécrétée à chaque page par le spectre de l'extrémisme religieux qui hante cette Méditerranée tentant de se libérer. Donc lire Rue des voleurs, non seulement c'est bien, mais c'est indispensable. Et voilà, je vous en propose 3 extraits rapides. Bon, c'est d'une tonalité un peu différente de celle de Tous les diamants du ciel, quoique. En les regardant bien, elles n'étaient pas si identiques que ça, nos 2 Espagnoles. Elles venaient de Barcelone, elles s'appelaient Judith et Elena, l'une était plus brune, l'autre plus ronde. Toutes 2 étaient étudiantes et arrivaient, miracle, pour passer une semaine au Maroc. En vacances précisément, comme je l'avais imaginé, parce qu'elles avaient des congés d'hiver ou de printemps, je ne sais plus, mais pour moi c'était le printemps arabe qui arrivait. Qu'on nous envoie des étudiantes sympathiques, voilà qui valaient toutes les révolutions. Des filles dont on imaginait qu'elles portaient des sous-vêtements extraordinairement raffinés et qu'elles étaient enclines à les montrer, sans vous ennuyer avec des questions de famille, de religion, de bienséance ou de bonnes mœurs. Des filles riches, qui, si elles s'entichaient de vous, pouvaient vous faire franchir ce détroit luisant d'une seule signature, vous présenter à leurs parents d'un air distrait, voilà mon copain. Et le père trouverait avec raison que vous aviez une tête de moricaud, mais hocherait le chef comme pour dire ma fille c'est toi qui décides. Et on finirait heureux, comme Dieu en Espagne, pays des noirs jambons et porte de l'Europe. Je marchais à côté de Judith et Bassam, juste derrière avec l'autre. Je l'entendais parler en arabe et dès qu'Elena disait qu'elle ne comprenait pas, c'est-à-dire la plupart du temps, il répétait exactement la même phrase, mais plus fort. Elena réitérait son incompréhension avec des accents désolés. Bassam montait encore le son d'un cran jusqu'à gueuler comme un veau. On aurait dit que plus il vociférait les mêmes mots qu'elle ignorait, plus la pauvre catalane avait des chances de le comprendre. Il pensait sans doute qu'une langue étrangère était un genre de clou qu'il fallait enfoncer dans l'oreille rétive à grands coups de maillet vocal. À la trique, tout comme il inculquait le respect de la religion aux mécréants, mais avec le sourire. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. L'Europe admettait-elle qu'elle n'avait pas les moyens de son développement, que ce n'était qu'un leurre, qu'en fait l'Espagne était un pays d'Afrique comme les autres, et tout ce que nous voyions, les autoroutes, les ponts, les tours, les hôpitaux, les écoles, les crèches, n'était qu'un mirage acheté à crédit qui menaçait maintenant d'être pris par les créanciers. Tout disparaîtrait, brûlerait, serait avalé par les marchés, la corruption et les manifestants. Si c'était le cas, beaucoup finiraient rue des voleurs. Beaucoup allaient déchoir, changer de vie, mourir jeunes, faute d'argent pour se soigner, perdre leurs économies. Leurs enfants hériteraient d'un coup de pied au cul, n'iraient plus dans de belles écoles, mais dans des granges où l'on se serrerait autour d'un poêle à bois. Personne ne voyait cela. Il fallait venir de loin pour imaginer ce qu'allait être cette transformation, venir du Maroc, venir du Cheikh Noureddin, venir de Cruz et de ses cadavres. Voilà. La lettre belle. Mathieu Larnaudy, avec Les Effondrés, donc, il nous avait assuré le reportage en plan serré et avec une belle voix off, celle du réalisateur qui commente les plans en prime. Il avait assuré le reportage subtil de la crise de 2008 et de cet ensemble de désespoir, de mise à nu, ou même de simples gémissements apeurés qui avaient alors saisi nombre des grands du système capitaliste et financier international et pas toujours parmi les moindres. Et il me semble qu'au fond, Mathieu Larnaudy aime bien aller voir de près ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte à malice des prestidigitateurs, les chantres du capitalisme financier dans Les Effondrés, et maintenant dans Acharnement, les héros, OS et AUTS, de la parole politique. Alors, Müller est une plume ou un nègre, aussi réputé que discret au service de divers politiciens. Il s'est, sans doute suite à un échec électoral de son employeur, retiré à la campagne, dans une grande propriété isolée, nantie d'un immense parc, qu'un jardinier embauché pour l'occasion a rapidement entrepris de magnifier, parc qui est aussi surplombé par un viaduc romain, dont les candidats locaux au suicide prennent la fâcheuse habitude d'user comme ultime plongeoir. Alors, curieusement rythmé par les écrasements, dont l'impact véritable ne se révèle que peu à peu, par les séries télévisées et par les vers de Chartreuse. Ça, tu sais que ça nous parle beaucoup là. Par les séries télévisées et par les vers de Chartreuse, comme Salvateur Refuge, le temps s'écoule à une vitesse qui surprendra le lecteur. Tandis que Müller cherche à écrire le discours parfait, le discours ultime, sans avoir de commanditaire cette fois. Alors, le livre est tout en fausse douceur. C'est une réflexion profonde sur la parole politique, et derrière sur la politique elle-même en fait. Ça masque aussi, en évoquant Cicéron, tous les tribuns français du XIXe siècle, une analyse assez terrible de la névrose obsessionnelle. Et Mathieu Larnaudy réitère le miracle d'écriture, je trouve, en tout cas des Effondrés, c'est une capacité assez unique à fournir dans la même phrase, ou dans le même paragraphe, le film et le commentaire du réalisateur, le making-of, qui force le lecteur, et cette fois le narrateur est mis en scène, alors que dans Les Effondrés il était derrière, à un recul permanent et qui vraiment crée le trouble de façon que j'adore. Voilà. Je vais plutôt sur quelques brefs extraits qui ne correspondent pas nécessairement à ce que je viens de dire, mais qui sont beaux. Tu vas faire une phrase, quoi. Voilà. Le premier de mes morts tomba sur les coups de 6 heures.
Nul ne peut savoir bien sûr si avant de basculer dans le vide du haut des 40 mètres de surplomb où il fomentait son plongeon définitif, tandis que dans le parc Marceau s'affairait à la culture de ses plants, il avait vu ce dernier creuser, bêcher, rouler ou fumer l'une de ses continuelles cigarettes. Et si en effet il avait regardé en dépit de tout vertige vers le fond du précipice et avait vu Marceau s'agiter ou immobile en contrebas, nul ne peut savoir non plus évidemment si gêné, il avait hésité un instant sur le seuil de sa chute par crainte de se répandre, tomber de nulle part, à quelques pas d'un honnête travailleur, d'un innocent jardinier, ni s'il lui avait répugné la perspective d'exhiber l'impudeur de son corps brisé, écrabouillé, devant des yeux inconnus. Je restais livré au calme nu de mon acharnement. Une impossible frénésie m'animait, invariablement, continuellement, fiévreusement, le plus souvent, machinalement parfois. Dans mon bureau, je consultais, prélevais, synthétisais, composais, rédigeais. Sur l'estrade de bois, les mains agrippées au bord de mon pupitre, les mains voltant dans les airs, les mains tendues devant moi, les mains ouvertes et démonstratives, les poings fermés et volontaires, je prononçais les plus aboutis de mes discours. Les élections d'importance ont toujours lieu au printemps. Je me suis souvent interrogé sur ce fait et sur sa signification, aucune des hypothèses que j'en ai pu tirer ne parvenant bien sûr à me satisfaire, ni à me sembler une explication pleine et suffisante. Faut-il y voir l'inscription des grandes échéances démocratiques dans la symbolique du renouveau, la recherche ainsi d'un accord entre la gestion des affaires publiques et le rythme biologique de la nature? Ne s'agit-il que d'un effet du calendrier civil, lequel est calqué, comme chacun sait, dans nos sociétés occidentales puériles et régressives, sur celui de l'école, et donc conditionné par les réminiscences de l'enfance, de même qu'on prétend par exemple que la version unanime pour le dimanche soir serait essentiellement due à la résurgence du traumatisme infantile lié à la perspective invariable de reprendre la classe le lendemain matin, avec son lever impérieux, son petit déjeuner infâme et son angoisse des devoirs mal ou pas faits. Cela tient-il plutôt d'une habile manœuvre concertée, visant à placer les intronisations juste avant la période de grandes vacances estivales, son désengagement général laissant de la sorte la voie libre pour faire passer les mesures les plus impopulaires, tandis que les électeurs, à peine exaucés et déjà là, se détournent en masse des vicissitudes de la vie gouvernementale et se montrent plus attentifs à la météo des plages qu'aux pages politiques de la presse. Ou encore d'une volonté de faire que les principales campagnes électorales se déroulent par beau temps, dans une atmosphère festive, allègre, quand les lumières printanières instillent au cœur enthousiasme, confiance, espoir. Le peuple est-il photosensible ?